Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Et on vous propose donc un podcast consacré à l'univers d'Harry Potter en relisant ensemble la saga. Alors oui, la plupart des Potterheads font une ou plusieurs relectures annuelles et nous, le concept qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de la faire ensemble et sous forme de podcast. Alors chaque épisode va être consacré à un chapitre, dans l'ordre chronologique évidemment. Dans ce premier épisode, il sera donc question du premier chapitre du premier livre, L'école des sorciers. Alors peut-être préciser quand même que c'est une émission entre guillemets full spoiler, dans le sens où elle s'adresse aux fans d'Harry Potter comme nous. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres, branchez le petit ventilateur, prenez une petite limonade bien fraîche et revenez nous écouter un peu plus tard, on vous accueillera avec plaisir. Alors on dit ça pour vous, parce que ça va souvent nous arriver d'évoquer ou de parler de choses qui se déroulent bien plus tard dans l'intrigue. Après, libre à vous de nous écouter, mais on vous aura prévenu. Si jamais vous cherchez un podcast pour découvrir Harry Potter, je sais pas s'il en existe en français, mais en tout cas, si vous comprenez l'anglais, il y en a plusieurs podcasts anglophones qui proposent ce genre de concept, et il y en a un qui est particulièrement intéressant, et dont on s'est pas mal inspiré, qui s'appelle Potterless, donc c'est américain, et c'est intéressant parce que l'animateur découvre Harry Potter, donc il a vu quelques films, il en a un vague souvenir, mais il découvre l'intrigue, donc les twists, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a Potterless par exemple, mais nous c'est pas ce qu'on va vous proposer. On vous conseille d'avoir lu les livres ou au moins d'avoir vu les films pour pas vous faire spoiler. Alors comme c'est notre premier épisode, il est possible qu'on ne soit pas encore répertorié sur les plateformes de podcast. Mais vous inquiétez pas, Jérémy va faire le nécessaire, on devrait arriver assez rapidement. Dans tous les cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui eux sont bien disponibles. On a un Facebook, un Twitter, un Instagram, et comme ça vous pouvez vous tenir au courant des enregistrements, des sorties podcast et prolonger l'aventure avec nous. Alors avant de commencer les choses sérieuses, on peut dire quelques mots pour se présenter. On sait que vous êtes des petits curieux, n'est-ce pas ? Alors toi Marina, c'est ton premier podcast. Oui monsieur. Moi, c'est le deuxième podcast que je fais. Alors certains d'entre vous connaissez peut-être le Podcast. C'était un autre podcast Harry Potter que j'ai animé pendant 3 ans avec des copains et qui s'est arrêté suite à mon déménagement. D'ailleurs, si vous êtes là grâce au podcast, gros cœur sur vous, je pense à vous très très fort. Mais c'est quoi le podcast ? Raconte-nous un peu, monsieur le professionnel du podcast. Moi, je connais pas du tout. Ok, l'acteur studio. C'était un autre concept que ce qu'on propose aujourd'hui, parce que en fait chaque émission était thématique. D'ailleurs, si ça intéresse les gens qui nous écoutent, vous, les 60 émissions qu'on a fait à peu près, qu'on a enregistrées, elles sont toutes dispo évidemment et vont le rester pendant longtemps, j'espère. Mais voilà, continuer l'aventure Harry Potter, ça me tenait vraiment à cœur et c'est pourquoi je suis ravi de lancer cette nouvelle émission, ce nouveau concept avec toi Marina. Et comme je disais, c'est ton premier podcast. Par contre, ça fait déjà quelques temps que t'es dans le game d'Harry Potter, si je puis dire. Game d'Harry Potter, mais en tout cas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, je suis fan de podcasts. J'en écoute en permanence, dans le métro, dans la voiture, avant de m'endormir. Complètement. Je confirme. Ça parle beaucoup québécois autour de toi. Oui, j'ai un peu une affection particulière pour les podcasts québécois qui sont très bons. Et donc forcément, quand tu m'as proposé le projet de faire un podcast sur Harry Potter, ça a été un grand oui, évidemment. J'avais déjà écouté le podcast. Voilà, Acteur Studio était donc, là. C'était faux. C'était faux. Oh là là, quelle mise en scène. C'est une imposture. Ouais, c'était faux et je savais ce que tu faisais, comment tu présentais, et je me lance et je me retrouve ici avec vous, un peu intimidée, mais ça va bien se passer. La communauté des Potterheads est une communauté assez bienveillante, donc j'ai confiance en vous et en toi. Et comment t'es rentrée justement dans l'univers d'Harry Potter du coup ? Il y a bien longtemps, mon monsieur. J'avais 8-9 ans, à peu près. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans, donc ça commence quand même à faire assez longtemps. J'ai découvert Harry Potter par les livres tout d'abord. Une bibliothécaire m'avait conseillé Harry Potter parce qu'elle m'avait dit que tous les jeunes étaient à fond dessus. Je l'ai emprunté, je l'ai ouvert, j'ai lu 3-4 pages et je me suis dit bon, c'est pas top tout ça. Je l'ai refermé.
Et je l'ai rendu le lendemain pour être précis dans les détails. Et ton aventure Harry Potter s'est arrêtée là. Ouais, et aujourd'hui on fait Potterless en français. Je ne connais pas Harry Potter. Elle ne connaît absolument rien en Harry Potter. Je suis une imposture du début à la fin. Vous allez vite vous en rendre compte. Et non, ensuite, quelques mois plus tard, maman m'a ramené le livre, elle me l'a offert, et là, je l'ai ouvert, et ça a été la révélation. Je ne l'ai plus jamais lâché, la saga Harry Potter. Je lisais en mangeant, j'emportais les livres partout, c'était une obsession pour moi. Et quand le film est sorti, mais j'étais C'était folle. En 2001. Comment ? C'était en 2001, on avait à peu près 10-11 ans. Ouais. Donc j'ai connu l'attente du film, j'ai connu l'attente des nouveaux livres qui allaient sortir. Je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la génération Harry Potter, dans le sens où on a vu le buzz des livres se faire, même si on était un peu jeune. Et enfin, personnellement, moi j'ai découvert Harry Potter, malheureusement j'ai envie de dire par rapport à toi, grâce au film, parce que quand le film est sorti, c'était en 2001, moi j'avais 11 ans quoi. Donc on avait le même âge. On avait le même âge que les personnages. C'était incroyable, donc je me suis complètement identifié à l'univers donc, que j'ai découvert au cinéma. Et ça a joué forcément parce qu'on a attendu les livres, on a attendu les films, et je pense aux jeunes générations qui découvrent Harry Potter, c'est pas franchement la même chose du coup, je pense. Non, c'est pas pareil, parce que moi je m'en souviens, Harry Potter, ça a été un peu mon livre doudou, si je peux dire, surtout dans ma période collège. On sait que la période du collège, c'est pas une période simple pour la plupart des gens. J'étais quelqu'un d'assez timide, j'étais un peu dans mon monde, et c'est vrai que la saga d'Harry Potter, ça m'a permis de me plonger dans l'univers et d'oublier tout le reste. Et en même temps, oublier tout le reste, mais en même temps, la saga Harry Potter, elle transmet des valeurs qui est très importantes sur la tolérance, par exemple. Et mine de rien, je pense que ça nous a forgés dans notre façon de vivre et notre caractère. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais c'est vrai. Mais complètement, parce que la saga Harry Potter, elle m'a vraiment accompagnée de quand même mon enfance, 8-9 ans, jusqu'à... J'ai commencé à la lâcher à 15-16 ans, au lycée, où tu remets un peu en cause tout ce que t'as aimé durant ton enfance et ton adolescence. Et j'ai repris à la vingtaine, mais sans Harry Potter, je pense que je serais pas la même, parce que ça a vraiment... ça m'a suivie dans une période très importante et très formatrice de ma vie. Ouais, et puis... Une des données aussi à prendre en compte, et peut-être que les jeunes générations qui nous écoutent là, hein, ça se peut, coucou aux plus jeunes qui nous écouteraient, ce qui est à remettre en perspective, c'est la naissance d'Internet. Moi, ça a été ultra important et ultra déterminant dans ma passion d'Harry Potter, parce que le premier ordinateur est arrivé peu de temps après que je sois devenu fan d'Harry Potter, avec Internet, modem 56K pour ceux qui savent. Avec le bruit. Avec le bruit, ouais. Hyper grinçant. Et les sites de fans sont nés assez tôt, et moi j'ai découvert ça, je sais pas, je me rappelle voir la bande-annonce du 4e film dans une qualité très basse sur mon ordinateur quand j'étais rédacteur. À l'époque, c'était sur poudlard.org, et j'ai passé un nombre incalculable d'heures à être sur Internet, à écrire des articles, à traduire les informations qui nous venaient de sites anglais ou américains. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que les jeunes ont peut-être du mal à se rendre compte. C'est vrai que Internet, on découvrait en même temps, et ça a permis enfin moi en tout cas, dans mon expérience de fan, de communiquer avec d'autres fans. Parce que bon, j'avais la chance quand même que mes potes étaient des gros geeks comme moi, hein, donc il y avait pas de souci. À chaque cours de récré, on parlait soit Harry Potter, soit Star Wars, on vous le dit tout de suite, ou Seigneur des Anneaux. J'étais pas populaire, hein. J'étais un peu comme toi, mais ça a permis d'élargir encore l'expérience Harry Potter. Et ce qui est magique, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui, en fait. Ouais, mais tu vois, j'ai pas vécu la même chose que toi avec Internet, parce que même encore aujourd'hui, j'ai jamais été sur les sites pour aller chercher plus d'informations, en fait. En fait, j'ai construit mon propre monde Harry Potter, et je m'en tenais à ça. C'est peut-être un peu fermé, hein, mais j'ai jamais cherché à en savoir plus sur la vie des personnages ou autre. Même aujourd'hui avec Pottermore, là j'étais un peu sur Pottermore pour l'émission, mais sinon, tu sais pourquoi j'ai utilisé Internet la première fois par rapport à Harry Potter ? Oui, non, je sais pas du coup. Pour essayer de le pirater.
Le film Oui. En fait, avec doublage québécois. Point à vie. Attends, on parle quand même, on est en 2001. Ouais. 2001, début d'Internet. On est chez mon parrain, et dans la conversation, j'entends que mon parrain dit que c'est absolument fabuleux, parce qu'on peut commencer à pirater, à voir des films gratuitement sur Internet. Alors, son prénom et son nom de famille, s'il te plaît. Et donc moi, en tant que fan d'Harry Potter, qu'est-ce que je fais ? Après le repas, je demande innocemment d'aller sur l'ordinateur de mon parrain, et j'essaye de trouver le film. Regarder le film sur Internet, et bien sûr, c'est les débuts d'Internet, c'est assez obscur, j'ai jamais trouvé. Mais en fait, mon attention, avec la naissance d'Internet et ma fan attitude d'Harry Potter, ça a été de pirater le film. Merci Marina. C'est une confession. Cette contribution au fandom Harry Potter est incroyable. J'ai jamais écrit dans les forums. Non mais voilà, ouais, je suis un peu la fan qui reste dans son coin mais en fait mon premier vrai rapport avec la communauté de fans d'Harry Potter, ça a été en écoutant le podcast. Voilà. En fait. Précisément, c'est le podcast en fait. Parce que du coup, ta passion du podcast, ta passion d'Harry Potter, c'est à un moment tu t'es rendu compte que ça pouvait être lié et qu'il existait une émission là-dessus. Et aujourd'hui, t'es derrière le micro. Ouais. Waouh. Good game, DJ. On va peut-être pas plus développer que ça, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur notre lien avec Harry Potter, je sais pas si ça peut intéresser des gens, mais ou si vous voulez nous faire partager surtout votre expérience Harry Potter, comment vous avez découvert la saga, quelle place ça a dans votre vie aujourd'hui, pardon. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, comme on vous l'a dit un peu plus tôt. Nos réseaux sociaux sont déjà ouverts, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On a aussi une adresse mail, si vous préférez, c'est fréquence934@gmail.com. Et dès qu'on aura reçu suffisamment de messages, on ouvrira une rubrique volière, je sais pas trop comment on va appeler ça. À l'époque du podcast, ça me rappelle quelque chose. Ça. Oui, à l'époque du podcast, ça s'appelait Courrier des auditeurs. Voilà, donc on citera certains de vos messages à l'antenne, et puis on tentera d'y répondre le mieux possible. Je pense que c'était une intro assez copieuse, quoique digeste. Encore un petit clin d'œil. Je le ferai pas à chaque émission quand même, mais ça c'est petite private joke podcast. On peut peut-être se lancer dans le premier chapitre du premier livre. C'est parti. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1, le survivant. Alors, quelle émotion donc de commencer ce premier chapitre du premier livre. Je sais pas combien il y a de chapitres, on aurait dû compter, mais je pense que on s'embarque dans une longue aventure. Pas juste dans le premier, en fait, dans tout Harry Potter. Donc voilà, on sait où on commence, on sait pas où ça nous mène, mais voilà, quelle émotion quand même. Alors, le livre commence avec une phrase qui est devenue célèbre chez les fans. Je la cite. « Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. » Alors c'est peut-être l'occasion de dire quelques mots sur le choix du narrateur de la part de J.K. Rowling. Contrairement à de nombreux livres de jeunesse et de nombreux livres de façon générale, le récit dans Harry Potter, il est à la troisième personne. Donc c'est une histoire qui est racontée et qui n'est pas vécue par un personnage. Je crois quand même que dans la littérature jeunesse, la grande majorité des livres, c'est raconté à la première personne. C'est je sais pas, le premier exemple qui me vient en tête, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est Twilight, quoi. C'est le journal intime de Bella, quoi. Non, je suis en train de lire La Voix du couteau, et pareil, c'est les mémoires, en fait, du personnage principal. Voilà, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais voilà, c'est quand même une histoire racontée, et donc il y a un narrateur au-delà, en fait, des personnages. Donc ça, c'est... Voilà, on peut le noter. Et en très grande partie... Dans Harry Potter, le point de vue, il est interne. C'est-à-dire qu'on voit tout, ou presque, du point de vue de Harry. Alors presque, je dis presque parce que le début, par exemple, là, le premier chapitre qu'on va traiter, c'est une exception. Puisque, tout simplement, Harry, il est bébé et il n'est pas présent. Donc on voit pas, c'est pas son point de vue, en fait, qu'on est en train de lire en tant que lecteur. Ça va revenir de rares fois dans la saga, je sais pas si tu te souviens, Marina, quand... Une action, mais où Harry n'est pas là. C'est très rare, mais ça va revenir
quelques fois quand même. Et par exemple, on peut citer le début du Prince de Sang Mêlé. Les 2 premiers chapitres sont complètement indépendants du point de vue de Harry, ce qui fait une ouverture un peu bizarre dans le Prince de Sang Mêlé. On sent que l'histoire va se complexifier encore plus parce que Harry n'est pas présent dans les 2 premiers chapitres. Donc, on se souvient, dans le Prince de Sang Mêlé, il y a le Premier ministre Moldu, voilà, avec Cornelius Fudge qui lui rend visite, et puis il y a le serment inviolable dans l'impasse du Tisseur avec Rogue, Bellatrix et Narcissa. En fait, la plupart du temps, lorsque Harry il est pas là, c'est simple, il rêve. Donc, c'est son point de vue quand même. Il est en train de rêver, donc il voit à travers le point de vue de Voldemort. Pareil, il y a peut-être une petite exception, on va pas débattre là-dessus, mais peut-être à l'époque, au moment où on lira la Coupe de Feu, on y reviendra, mais la Coupe de Feu s'ouvre sur le rêve avec le jardinier Frank Bryce qui va se faire tuer par Voldemort. Vous vous souvenez, il y a Pettigrew dans le manoir, etc. Et là, ça pose une incohérence parce que c'est à la fois un rêve vécu par Harry, mais il le voit à travers le point de vue de Frank Bryce. Or, il est censé voir le rêve à travers le point de vue de Voldemort, ce qui fait pas trop de sens dans la narration. Mais bon, ça, on pourra y revenir. Mais c'est quand même... Première incohérence. Je sais pas si c'est une incohérence, on pourrait dire que c'est une facilité de narration de la part de J.K. Rowling. Voilà, mais dans tous les cas, ce sont des exceptions, puisque la plupart du temps, en fait, Harry est présent, et on est dans la tête de Harry, et ça va prendre encore plus de sens quand on va se rendre compte que Voldemort... quand l'esprit de Voldemort est présent dans celui de Harry et vice-versa, qu'ils ont une connexion à travers la cicatrice. Donc les rêves, on va vraiment les vivre avec Harry. Et en fait, l'action, ce qui se passe, en fait, c'est pareil, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour juste préciser. Enfin bon, vous connaissez Harry Potter, hein, mais c'est toujours bon de rappeler des évidences. Donc on commence avec les Dursley, avec Vernon Dursley, sa femme Pétunia, et leur bébé Dudley. Ils sont quand même décrits de façon caricaturale. Vernon il est obèse, avec une grande moustache. Pétunia, elle est mince et blonde, elle possède un long cou, ce qui s'avère pratique pour espionner les voisins. La caricature est assez évidente. Et Dudley, c'est un petit garçon colérique et insolent, qui est clairement pourri gâté, quoi. Alors la description physique, elle diffère assez des acteurs. Par exemple, Pétunia et Dudley, ils sont blonds dans le livre. Toi, quand tu lis Marina, on l'a un petit peu évoqué en introduction, mais est-ce que tu t'imagines certains acteurs des films, ou tous les acteurs du film, où tu te fais ta propre représentation? Mais je crois que j'ai une petite idée quand même. Au départ, ma propre représentation, mais maintenant, quand tu vois la campagne marketing pour Harry Potter, pour les produits dérivés, c'est toujours les acteurs qui sont mis en avant. Donc du coup, avec le temps et par la force des choses, maintenant j'ai plutôt les acteurs en tête, sauf pour certains. Lupin, par exemple. Ah bah moi c'est pareil. Lupin et Sirius. Ah là c'est pas pareil. Ah non, mais Sirius, je n'imaginais pas du tout comme ça. Alors, moi j'adore David Thewlis qui joue Lupin. J'aime beaucoup cet acteur. Ah, l'acteur est génial. Qui est très bien dans Fargo d'ailleurs. Excellent acteur. Dans quoi ? Dans la série Fargo. Ah oui, oui. Et bref, même j'aime bien comment il est en Lupin dans les films Harry Potter, mais je me souviens que dans le livre, il est décrit beaucoup plus âgé, et puis dans les collections Folio Junior, il y a une petite illustration au dos du livre de Lupin. Avec les cernes. Avec des cernes, avec un pull rapiécé, il est vert dans ma tête, je sais pas si c'est vrai. Et je trouvais que l'illustration de Gotting dans l'édition française était assez proche était très fidèle en fait à la description, et c'est comme ça que je me l'imaginais en fait. Et force est de constater que David Thewlis ne ressemble pas à ce Lupin là. Non, pas vraiment. Et par exemple pour Dumbledore, ouais. Le physique que j'ai en tête, c'est le physique du premier acteur. Ouais, complètement Richard Grushis. Mais pas du deuxième. Le deuxième pour moi. Attends, il est venu quand dans la chambre des secrets. Il arrive dans Le Prisonnier d'Azkaban. Dans le troisième film. Dans le 2, il est... Ok. Ouais. Donc il arrive dans le troisième et j'ai été déçue. Vraiment déçue. Et déjà, à l'époque où j'ai vu Le Prisonnier d'Azkaban, bon, on va pas trop parler des films, mais aujourd'hui, j'adore ce film. Mais à l'époque, j'étais peut-être un peu jeune pour l'apprécier. Mais à l'époque, déjà, la mise en scène, la photographie, j'ai trouvé très sombre.
Et à l'époque, ça m'avait fait un petit choc de passer de l'enfance d'Harry Potter très lumineuse, très enfantin, avec, comment il s'appelle Chris Columbus. Voilà, Chris Columbus, il est quand même spécialiste pour les films assez enfantins, les films d'enfants quand même, les films d'aventure. Et de passer de Chris Columbus à... j'ai plus le nom, je suis désolée. Alfonso mais Cuarón. je ne vais jamais avoir les noms des acteurs et des réalisateurs en tête. Je vais tout le temps les oublier. Il faut que je les note. Je suis désolée d'avance. En même temps, c'est un podcast sur les livres, hein, donc voilà. Ouais, donc du coup, ça m'a fait un choc. Et de voir déjà Dumbledore, l'acteur qui joue Dumbledore, changer, ça... Ouais, moi, c'est toujours le premier qui restera en mémoire. Bah, Il c'est vrai incarne que... parfaitement, et en même temps, non, quand tu regardes dans la description des livres et le caractère de Dumbledore, c'est pas un vieillard comme l'incarnait le premier acteur, tu vois ce que je veux dire? Bah, je trouve que Richard Griffiths, il interprétait quand même... Il est assez fidèle à comment J.K. Rowling le présente dans les livres, puisque Dumbledore est quand même un vieux sage, un peu toujours assez malin, décalé, loufoque. C'est-à-dire qu'à la première impression, on se dit mais c'est un fou, alors qu'en fait c'est un génie. En fait, je pense qu'on aurait dû avoir la chance, c'est sûr, hein, dû avoir la chance de le voir dans le troisième film, en fait. À partir de là. En fait, peut-être ce qui manque à Richard Griffiths dans les 2 premiers films, c'est le côté, justement ce que je disais, le côté loufoque, le côté marrant, le côté décalé. Là, il interprète surtout le vieux sage, en fait. Sauf à la toute fin, quand il dit « Oh, crotte de nez !» Voilà, mais à part ça, il est pas très original, on va dire. Il est surtout le vieux sage classique, mais ils auraient pu développer, en fait, cet aspect-là de Dumbledore dans les autres films. Alors que Michael Gambon, à partir du Prisonnier d'Azkaban, clairement, c'est un Dumbledore énergique. Énergique, voilà. Ouais. La façon de se mouvoir, mais Ouais. elle m'a choquée. C'est pas Dumbledore dans la façon de se mouvoir. Déjà, ça, c'est un détail qui a énormément son importance. Mais sur Dumbledore, j'ai tendance à imaginer Richard Griffiths dans ma tête. Moi aussi. C'est vrai, plus que Gambon. Non, mais je sais pas, moi, il y a des... Par exemple, il y a Luna, en fait. Luna, on en parlera, mais ça fait partie des actrices. Ouais. J'aime bien Evanna Lynch, mais j'aurais casté une autre actrice. C'est pas comme ça que je m'imaginais Luna. Et voilà, il y en a peut-être d'autres, mais principalement, c'est vrai que j'aime bien généralement les acteurs des films et je me les imagine. Donc, mais on reviendra parce que de toute façon... Et Devon Murray. Non, j'en fais mention parce que on a la chance de pouvoir le rencontrer au mois d'octobre, donc je suis assez impatiente. Ouais, et il était à Deauville, donc j'ai déjà pu le rencontrer, mais Marina, malheureusement... vas-y, vante-toi. Je me la pète un peu, voilà. Voilà, donc bon, on reviendra on peut évoquer les films, hein, voilà, de toute façon, l'un va pas sans l'autre aujourd'hui, voilà. Les livres, les films... Et puis bon, des fois ça peut nous arriver, comme ce qu'on vient de faire, de partir un petit peu du chapitre, mais vous inquiétez pas, on va toujours y revenir à un moment. Peut-être petit point étymologique pour venir au chapitre. Chez J.K. Rowling, les noms ont souvent une signification, et c'est le cas... notamment pour Pétunia. Si l'étymologie vous intéresse, je refais une petite pub si ça ne te dérange pas. On a fait une émission au podcast qui est labellisée étymologie. Non, je peux pas faire ça? Ah non, bien sûr que non, c'est 2 entités bien séparées. Ne veux pas d'ennui, non, je plaisante. Non, mais voilà, je le ferai rarement, mais voilà, l'étymologie est hyper intéressante, on avait fait une émission là-dessus, et je crois qu'on avait évoqué le cas de Pétunia. La plante, le pétunia, exprime la colère et le ressentiment, ce qui va parfaitement au personnage lorsqu'on connaît sa relation avec sa sœur et sa jalousie de pas être elle aussi une sorcière. Donc tout ça fait sens. Donc voilà, petit clin d'œil étymologique. Et une anecdote aussi, je sais pas si tu le savais Marina, mais Dursley, c'est une véritable ville du Royaume-Uni. Non. Tu savais pas? Non. Moi non plus. Si, je crois qu'on l'avait évoqué, mais c'est une ville qui se trouve entre Bristol et Gloucester, et J.K. Rowling détestait visiter cette ville quand elle était petite. Et voilà, donc big up aux gens qui habitent Dursley. Je crois qu'elle avait dit dans une interview ou un chat, je crois que les gens à Dursley ne doivent pas beaucoup m'aimer. Après, je pense que comment on peut dire, la mairie doit être contente. Enfin, je sais pas s'il y a des mairies en Angleterre, mais en tout cas, la ville doit être contente quand même, parce que ça doit apporter des touristes, je pense. Hein. Ouais, bah moi j'aimerais bien y aller. Hein. Non, mais ouais, tu vas en Angleterre, tu vois que tu peux aller à Dursley, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa quand même. Ouais, tout à fait.
Donc comme je le disais, c'est entre Bristol et Gloucester, et Bristol c'est là où Rowling a passé une grande partie de son enfance. Donc c'est pas très loin de Bristol. Donc si vous voulez visiter Bristol, ou si vous avez la chance d'habiter pas très loin de Bristol, n'hésitez pas à aller faire un tour à Dursley. Et à nous envoyer une photo. Et à nous envoyer un petit Pensez selfie. à nous. Hashtag fréquence 934. Alors les Dursley sont obsédés par la normalité, c'est comme ça qu'ils sont décrits. Hein. Il est précisé que Pétunia n'a pas revu sa sœur depuis des années, et qu'il tremblait d'épouvante, là je cite, à la pensée de ce que diraient les voisins si jamais les Potter se présentaient chez eux. Au-delà de la fiction, est-ce que cette obsession, elle est réaliste pour D'être toi? normal. Ouais, cette obsession d'être normal, ouais, exactement. Bah, quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, ouais, carrément. Ouais. Je sais pas, à chaque fois que je lis un passage avec les Dursley, je me dis toujours, c'est un petit peu appuyé quand même, je sais pas. Est-ce qu'on peut être allergique aux sorciers à ce point-là? Parce que je comprends Pétunia, mais finalement Vernon Dursley, son seul lien avec le monde de la magie, c'est le fait que la sœur de sa femme ait été une sorcière. Oui, mais ça sort de l'ordinaire, c'est, un peu la peur de l'étranger, tu vois, la peur de ce que tu ne comprends pas. Ouais. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, et je pense que c'est une caricature, certes, mais ces gens-là existent, en fait, et cette obsession, elle est réaliste, hélas. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Ok. Bah, n'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir à tout et n'importe quoi de l'émission, on le rappelle. Alors, au niveau de l'histoire, parlons un petit peu de ce qui se passe au niveau de l'action. Donc, Vernon, il part travailler, et on va le suivre tout au long de sa journée, où des choses étranges vont se dérouler autour de lui. Petit point géographique que j'aimerais faire, pour les besoins de l'histoire d'Harry Potter, Rowling, elle a inventé des lieux, même moldus, des villes, on va dire, entre guillemets, normales. Ne cherchez pas Private Drive ou Little Whinging, par exemple, ça n'existe tout simplement pas. On sait que c'est une ville de la banlieue sud de Londres, dans le livre Harry Potter, mais qui a été complètement inventée pour l'occasion. D'ailleurs, il s'agit encore d'un jeu de mots, parce qu'en anglais, whinging, ça signifie pleurnicher, et ça fait penser que c'est peut-être une activité que Dudley pratique beaucoup dans les bras de papa et maman, même quand il est grand. Donc je pense que c'est lié. Voilà, donc de toute façon, tout a une signification dès lors qu'il s'agit de création de mots, de dialectes. Hein. Chez J.K. Rowling, c'est passionnant. Mais voilà, Little Whinging, ça n'existe pas. C'est intéressant hein, qu'elle ait inventé des lieux moldus. Finalement, elle aurait pu situer l'action dans des villes connues. Voilà, parce que les grandes villes, elles sont bien indiquées. Hein. Hagrid va dire un petit peu plus tard dans le chapitre qu'il a survolé Bristol en référence à là où Rowling a passé son enfance, je le disais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a Londres. Hein, on ira à Londres un petit peu plus tard dans le récit. Mais la ville ouvrière, par exemple, où ont grandi Lily et Pétunia Evans, ainsi que Rogue, c'est une autre ville, entre guillemets, moldue qui est inventée, qui s'appelle Carbon-les-Mines. Voilà. Donc elle invente des villes, je sais pas, est-ce que c'est pour pas que les fans se rendent dans ces villes comme à Dursley et fassent des tags Harry Potter, je sais pas, mais en tout cas... Là... Et je sais pas, je pense qu'à l'époque où elle a écrit le premier tome, je pense qu'elle pensait pas avoir des fans. Ouais, c'est clair. Mais justement, c'est tout J.K. Rowling, elle sort des sentiers battus, en fait. Elle invente un monde de A à Z. Elle cite quelques grandes villes connues, pour qu'on ait des points de repère. Mais à côté de ça, elle invente tout un monde. Et c'est tout à son honneur. Donc on lui pardonne des petites incohérences. Tout à fait. Non mais ouais, c'est vrai que c'est passionnant. Elle recycle beaucoup de choses, mais au final, elle crée son propre univers jusqu'à créer des villes, des noms de villes qui vont avoir une signification. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est passionnant de relire Harry Potter et d'étudier, d'analyser en fait c'est un génie. Les livres. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Alors Vernon, donc il part travailler et au coin de la rue, il remarque un chat qui semble lire une carte routière. Et au second coup d'œil, la carte a disparu. Lorsqu'il arrive dans les embouteillages de la ville, il remarque aussi des passants qui portent des capes. Certains se chuchotent des choses à l'oreille, et c'est l'horreur quand Vernon réalise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mode de jeunes un peu stupide, puisqu'il y a des gens de tout âge,
et je cite parce que dans le livre c'est écrit sous le point de vue de Vernon, quelle impudence. Voilà. Et dans les livres, il faut quand même peut-être signaler que les sorciers sont beaucoup moins, on pourrait dire, adaptés au monde moldu comparé aux films. J'ai l'impression que les films ont un peu normalisé la représentation des sorciers, puisque dans les livres, la plupart des sorciers, ils savent pas s'habiller. Genre un jean et un t-shirt, ils connaissent pas. Ils portent toujours des capes de couleurs. Et les sorciers... En tout cas, ils savent pas s'habiller selon nos critères. Ouais, c'est ça. De moldus, en fait. Alors que dans les films, je veux dire, à Poudlard, ils s'habillent comme des moldus, quoi, assez rapidement. Surtout à partir du 3e. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, alors qu'il faut savoir que la plupart des sorciers, ils savent pas mettre un jean, quoi. Bah oui. Bon, c'est comme la base, hein. Donc, c'est pour ça que le cours d'études des moldus, qui est boudé par les élèves de Poudlard, devrait peut-être l'être beaucoup moins. C'est intéressant. Soyez au courant du monde dans lequel vous vivez, quand même. Donc voilà, dans la saga des livres, en tout cas, les sorciers, ils ont des mœurs véritablement différentes de celles des moldus. Ça, c'est peut-être à rappeler. Alors, dans son bureau, Vernon, il est dos à la fenêtre, il remarque pas des hiboux qui veulent en plein jour. Sa position, on est un petit peu dans l'analyse, mais ça peut en dire long sur la personne qu'il est. Il tourne aussi le dos à la réalité, il tourne le dos, en fait, au monde qui l'entoure. Donc voilà, donc cette petite remarque. On remarque aussi également que Vernon, il crie sur ses collègues. Donc bon, ça a l'air d'être une personne assez détestable. Hein. Donc, on connaît tous une personne comme ça. Voilà. Il n'est pas juste exécrable à la maison, il est aussi exécrable au bureau, ce qui est souvent le cas. Quel bonheur. Voilà. Donc je sais pas si tu as cherché, moi j'ai complètement oublié de le faire. Est-ce que quelqu'un avait repris le nom de la société de Vernon ? Groenings ? Ouais. Est-ce que ça existe déjà ? Genre, est-ce qu'il y a une société qui s'appelle Groenings ? Ouais, c'est ça, où quelqu'un a repris, ouais. Je ne sais pas. Je voulais chercher et j'ai... Donc, si jamais vous connaissez la réponse ou les cherchez, on attend la réponse. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une société qui a coulé à cause de J.K. Rowling ? Alors, le midi, lorsque Vernon sort chercher son déjeuner, il revoit des personnes bizarres et il entend dans une conversation le nom de Harry Potter. Horrifié, il croit reconnaître le nom du neveu de sa femme, parce qu'il connaît même pas le prénom, hein, il est même pas sûr du prénom, pour vous dire. Vernon a quand même cette pensée horrible en parlant de Pétunia. Alors là, je cite le texte. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état, et il ne pouvait pas lui en vouloir, s'il lui-même avait eu une sœur comme ça. J'ai envie de dire, fuck off Vernon, quoi. C'est genre... C'est pratiquement, il lui reproche qu'elle est une sœur sorcière, pardon. C'est quand même incroyable, ce personnage. Donc à travers une pensée comme ça, ça en dit long quand même sur Vernon Dursley, qui est, je crois, un des personnages que je déteste le plus, franchement. On le cite pas beaucoup dans les personnages les plus détestables, mais vraiment, Vernon, c'est une ordure, quoi. C'est une ordure. En plus, dans les Reliques de la Mort, Pétunia, elle aura un petit revirement au moment de dire au revoir à Harry, mais Vernon, il en a complètement rien à faire. Et c'est vrai que moi, c'est un personnage que je déteste. On en discutera un peu plus tard, peut-être, mais est-ce que finalement, donc déjà, c'est sûr que Pétunia nourrissait déjà une haine envers Lily, mais le fait de rencontrer Vernon, un homme qui a peur de la différence, n'a pas attisé la haine de Pétunia sur Lily. Ouais, je vois tu vois, finalement, il l'a pas tiré vers le haut, mais il l'a tiré vers le bas, Pétunia. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est encore plus détestable que Pétunia, finalement. Et c'est lui qui attise la haine envers Lily. Je serais très curieux de savoir comment... s'ils ont eu un date, de quoi ils ont parlé. Et peut-être que... À 4 ? Hein ? À 4 ? À 4. Ah, un date entre qui ? Entre Pétunia et Vernon. Ah, bah oui, ils en ont eu savoir forcément. comment... Tu vois, pourquoi ils se sont plu. Et une des théories qu'on pourrait avoir, c'est que Pétunia, elle a énormément de jalousie envers sa sœur, parce qu'on l'apprendra un peu plus tard, enfin même plus tard quand même, qu'elle était jalouse de la sorcellerie de sa sœur. Et elle a même écrit une lettre à Dumbledore pour lui demander si elle pouvait rejoindre Poudlard. Elle aimerait que sa mère soit aussi fière d'elle qu'elle ait pu... Et je pense que Lily a toujours eu un peu l'attention sur elle, et Pétunia a toujours été mise un peu de côté. Parce que comme elle a décrite, Lily, c'était une personne assez belle, assez intelligente.
Et non seulement elle est une sorcière, elle est douée de pouvoirs spéciaux. Et Pétunia, on l'a décrit comme quelqu'un d'assez ingrat physiquement, qui n'a pas une personnalité particulièrement enviable, intéressante. Et je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quand Lily est rentrée à Poudlard. Et je pense que là, c'est ça qui l'a fait renverser dans la haine de sa sœur. Et justement, rencontrer Vernon, qui déteste les gens qui ne sont pas normaux, et qui a donc certainement appris le monde de la sorcellerie par Pétunia, je pense que Pétunia, ça l'a réconforté dans, tu vois, dans que son c'était rejet normal d'avoir peur de Voilà. la différence, des pouvoirs qui sortaient de l'ordinaire. Ouais, complètement. Si jamais, imaginons, si jamais il y avait une solution et que Pétunia, elle ait pu participer de près ou de loin au monde de la sorcellerie, qu'elle se soit sentie intégrée, tu vois, à ce monde-là, elle aurait pas été avec Vernon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah Vernon, c'est un choix réac presque, tu vois ce que je veux dire. Et... c'est le choix du confort en fait, c'est le choix d'être avec quelqu'un qui te conforte dans tes idées et qui t'ouvre pas sur le monde. Donc elle a fait le choix de la facilité en fait. Puis comme tu dis, il peut que la tirer vers le bas en fait, il peut pas la tirer vers le haut. Alors lorsque Vernon sort du travail, il bouscule un homme avec une cape violette. L'homme ne s'énerve pas, mais au contraire, il est ravi de lui dire que vous savez qui a enfin disparu, et que même les moldus comme lui devraient fêter l'événement. Vernon y comprend rien, il est assez choqué. Il retourne chez lui en voiture, et il remarque que le même chat qui était présent le matin, il est toujours présent. Il essaye de le faire fuir sans succès, et c'est trop drôle parce que là, le chat, il le juge d'un air sévère, quoi, il bouge pas. Ouais, mais ça, c'est les chats, tu vois. Ouais, Ils te regardent tout le temps d'un air sévère. Ouais, mais je me demande, parce qu'on sait que c'est Minerva McGonagall. Et qu'est-ce qu'elle doit penser à ce moment-là, tu vois, genre, est-ce qu'elle est là? Mais quel tocard celui-là! Il est vraiment pire que ce que je pensais. Le soir à la télé, l'animateur du journal parle des hiboux, et à la météo, le présentateur, il s'interroge sur des pluies d'étoiles filantes étranges qui ont eu lieu un peu partout dans le pays. Vernon est de plus en plus inquiet en regardant ça, et il décide donc de demander à Pétunia le prénom de son neveu, pour être sûr, comme il a entendu le nom de Harry Potter. Harry Potter. Il n'ose pas révéler quand même qu'il a entendu le nom des Potter. Et on comprend pourquoi, parce qu'à la simple évocation de la sœur de Pétunia, elle est choquée et furieuse. Elle lui confirme que le fils de sa sœur, malheureusement, boum, s'appelle bien Harry. Donc là, les probabilités commencent à s'additionner. Ils vont se coucher, et lorsque Vernon regarde par la fenêtre de sa chambre, le chat, il est encore là. Stalker 2000, quand même. Non, elle est restée quand même toute la journée. Imagine, ils auraient fait un petit truc coquin dans la chambre, tu vois, elle aurait été... Non mais en même temps, tu t'es jamais réveillé le matin et ton chat te fixait. Tu te demandes pas combien de temps il t'a fixé quand même. Ouais, mais c'est pas un chat, c'est Minerva McGonagall. Oui, c'est vrai. C'est un peu gênant, tu vois. J'espère que notre chat n'est pas un animagus, quoi. Tu vois, franchement, si un jour j'apprends ça, je me mets dans la peau de Ron qui découvre que Croutard et Pettigrew, ça doit faire un choc. Ah là là. Non mais ouais, ça m'a fait Non, on va pas commencer à en parler, mais je l'ai pensé, hein. Je me suis dit, quand on a découvert dans le livre que Croutard était en fait un homme, était Peter Pettigrew, je me suis dit, non mais attends. Imagine. Si mon chat était un humain, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Non mais moi je pars en HP, hein, direct. C'est gênant, quoi. C'est une catastrophe. Tu revois toute ta vie là en flashback. Ouais, c'est clair. En s'endormant, Vernon, il tente de se rassurer en se disant que dans tous les cas, même si les Potter étaient impliqués dans quoi que ce soit de bizarre, ça ne pourrait pas impliquer sa petite famille bien rangée, bien tranquille. Et il y a cette phrase du narrateur qui est trop bien, qui dit « Il avait grand tort de penser ainsi ». Et effectivement, il avait grand tort de penser ainsi, parce que dans la nuit calme à Private Drive, alors qu'on se rapproche de minuit et que le chat est toujours là, Stalker 2000, il est immobile, un homme apparaît, et tu vas nous en dire un petit peu plus, Marina, sur cet homme qui apparaît. Mais avant, ouais, sa vie, elle a changé, mais Harry, il est parti quand même pendant, je sais pas combien de temps dure une année scolaire.
mais il revient que pour l'été. Il revient même pas pour les vacances de Noël. Ouais, Leur c'est vrai. vie, la plupart du temps, elle est quand même tranquille. Ils savent qu'il va revenir durant l'été, ils vont un peu le maltraiter, et c'est fini, quoi. Bah, en fait, ça change pas grand-chose dans En fait, leur je pense vie. que c'est une épée Damoclès au-dessus de leur tête, le monde de la magie. C'est ça. Ils doivent le vivre comme ça, en fait. Mais en fait, c'est pas grand-chose dans leur vie. C'est juste accueillir Harry l'été. Mais ils s'en font tellement un pataquès que ça bouscule leur vie, en fait. Ouais. En fait, c'est eux qui font le choix que ça bouffe leur vie, et ils le vivent comme une épée Damoclès. Parce qu'ils auraient pu très bien, enfin, si ça avait été des gens bien, ils auraient pu très bien accueillir Harry, l'éduquer correctement, lui assurer une bonne enfance. Mais en fait, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils savent que c'est le fils de Lily et James qui étaient des sorciers et qui étaient des gens qui détestent parce que précisément ils sont sorciers. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est cruel de faire ça. Franchement, c'est horrible, quoi. Parce que quand vous bâchez Ombrage, certes, Ombrage, elle est terrible, mais repensez aux Dursley, ils sont terribles. Ils ont infligé une enfance merdique à Harry juste parce que ses parents, Des rancœurs. qu'il n'a pas choisi, sont sorciers. Et que Pétunia, la sœur de Lily, était pas sorcière et qu'elle est jalouse. C'est incroyable d'infliger une enfance merdique à un enfant à cause de ça. Enfin, c'est incroyable. Donc, certes, ça change pas grand-chose à leur vie que Harry vienne, finalement. Parce que quand il est enfant, c'est un enfant normal. Enfin, je veux dire, il y a des petites choses qui se passent du fait qu'ils sont un sorcier. Il va y avoir des petits moments étranges dans son enfance, mais c'est gérable. Mais ils en font tout un pataquès parce que, justement, ils ont peur qu'il soit véritablement sorcier, en fait. Ils veulent réfréner la magie qui est en lui. Et c'est parce qu'ils veulent faire ça que ça bouscule leur vie, et que ça va la bousculer jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que Harry soit majeur. Bon, alors on passe à la deuxième partie du chapitre. C'est parti. Alors, je pense que cette partie de ce chapitre est assez importante, puisqu'elle permet de faire connaissance avec 3 personnages emblématiques de la saga, Dumbledore, McGonagall et Harry. Et J.K. Rowling, elle va placer des éléments magiques qui reviendront tout au long de l'histoire et qui auront une importance plus ou moins significative. Donc pour commencer, c'est cet homme qui apparaît, c'est Albus Dumbledore. Non. Tintin. Oh, le twist. Je m'y attendais pas. Donc il est décrit comme un homme assez vieux, à la vue de ses cheveux argentés, un nez de type boxeur apparemment vu la description, son long nez crochu donnant l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Alors c'est un détail qui paraît anodin, mais qui en réalité a une importance qui sera révélée dans le dernier tome. Alors je m'avance un peu dans le temps, On a prévenu. Mais on a prévenu qu'il allait avoir des spoilers, donc autant y aller à fond. Donc l'une des 2 fois où son nez est cassé s'explique par le coup de poing donné par son frère Albert Fort lors de l'enterrement de leur sœur. Albert Fort l'accuse d'être responsable de la tragédie de la mort justement de Dariana et apparemment lui file un bon coup de poing dans le nez. Donc il a une grande barbe qui descend jusqu'à la taille aussi. Un peu hipster ce Dumbledore finalement. Quand on voit le style vestimentaire aussi, on est un peu sur une cape violette qui balaye le sol et des chaussures à hauts talons avec boucles. Alors ça m'a fait un peu tiquer à la relecture. Stylé quoi. Hipster. C'est vrai qu'on a oublié les chaussures à hauts talons. Ouais. J'aurais voulu les voir apparaître dans le livre. Stylé quoi. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que c'est un peu normalisé dans le film, quoi. Dumbledore, il est un peu classique, il a une longue cape, mais il est assez excentrique quand même dans les livres. Oui, mais de justement, assez excentrique pour rappeler que finalement, il n'est pas le bienvenu dans le quartier, là où l'excentricité n'est pas la bienvenue. Exactement. Donc, voilà, c'est pour mettre aussi, je pense, en exergue. L'excentricité et la normalité du quartier un peu propre et surtout de la famille bien propre, bien classique des Dursley. Alors là, Dumbledore voit qu'il est observé. Il semble connaître le chat amateur de cartes routières. Mais qui est-ce donc ? C'est vrai qu'on cite pas du tout le nom depuis tout à l'heure. Alors il cherche quelque chose dans sa poche. Il en sort un objet décrit comme un briquet. Briquet qui, une fois actionné, lui permet d'éteindre un à un les réverbères. Alors le briquet, il est appelé été noir dans le premier livre. Je sais pas si toi, ça te fait tiquer, mais moi, oui, en tout cas. Dans ma tête, c'est un déluminateur.
Et après, j'ai pas trouvé d'explication de pourquoi ce changement de terme, parce que le terme a changé aussi bien en anglais qu'en français. Alors pourquoi ça reste un mystère. Bah c'est vrai, et je crois que J.K. Rowling, on lui a jamais posé la question ou elle a jamais répondu. Mais effectivement, c'est bien le même objet. Hein. C'est-à-dire que les thés noirs qu'utilise Dumbledore dans l'école des sorciers, c'est les thés noirs, ou le déliminateur, qu'il lèguera à Ron, en testament dans les reliques de la mort. Mais en fait, ça s'appelle un déliminateur qu'à partir des reliques de la mort. Parce que précisément, dans le premier, donc comme tu disais, ça s'appelle un été noir. Et je crois c'est dans l'ordre du Phénix, quand c'est Maugrey Folloy. Voilà, Maugrey Folloy l'utilise dans l'ordre du Phénix au moment de rentrer pour la première fois pour Harry au 12 Square Grimoire. Il éteint les réverbères du 12 Square Grimoire avec l'été noir de Dumbledore, en disant que c'est un objet que lui a prêté Dumbledore. Et ça s'appelle encore un été noir dans l'ordre du Phénix. Et en fait, c'est uniquement dans les reliques de la mort, quand Rufus Scrimgeour va donner à Harry, Ron et Hermione les objets du testament d'Albus Dumbledore, que J.K. Rowling a appelé ça un déluminateur. Pour été noir, ça s'appelait un put-outer. Voilà. C'est un nom un peu bizarre, mais voilà, ça s'appelait un put-outer. Et donc, en français, effectivement, déluminator, à partir des reliques de la mort, Jean-François Ménard l'a traduit par déluminateur. Il a changé le nom, mais... J'ai une petite préférence pour le deuxième terme, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'incidence complètement. sur l'histoire. Surtout en anglais, parce que put-outer, c'est pas très élégant. Ouais. Même été noir en français, c'est pas très élégant. Un été noir, ça fait... En tout cas, il s'agit du même objet, mais que... Voilà, J.K. Rowling elle a décidé de changer le nom apparemment. Si vous avez un petit peu plus d'infos là-dessus, non, on l'a pas trouvé. Ouais. N'hésitez pas à nous le dire. Un été noir, en fait, ça fait un nom moldu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est moldu. On dirait un objet utile, tu vois, genre c'est ça. Qui est utile, qui est au quotidien. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors qu'un déluminateur, tout de suite, tu dis ça, tu fais, c'est quoi ça? Alors, une fois le noir complet, Dumbledore se retrouve non plus à côté d'un chat, mais d'une femme. Oh, c'était un humain durant tout ce temps. Oh my god. Alors, à l'instar de Dumbledore, elle est plutôt décrite comme une femme assez stricte, une cape émeraude, un chignon assez serré. C'est le professeur McGonagall. Non. Oui. Alors elle, McGonagall, elle est assez agacée. Dans le chapitre, elle est assez agacée de tout, en fait. Elle aime pas de comment les gens fêtent l'événement. Donc l'événement, on en reviendra plus tard sur ça. Elle revient aussi sur tout ce que les Dursley ont vu à la télévision, comme la pluie d'étoiles filantes, les hiboux en plein jour, ça l'a un peu contrariée. Et lui, Dumbledore, à côté, est plutôt assez relax. Il est plutôt d'avis que ça soit normal de fêter un tel événement de cette manière, au lieu de rester assis toute la journée sur un mur de briques à observer des moldus. Donc il lui fait bien remarquer quand même, et puis il raide comme un piquet. Alors quand même, à ce moment-là, il y a Dumbledore qui dit à McGonagall qu'il a vu une bonne douzaine de fêtes sur le trajet. Moi, est-ce qu'il y a participé? Est-ce qu'il est complètement bourré? Ça expliquerait les esquimaux au citron. Ça explique tout ce qui vient après, en fait. Ça explique tout. Il a vu une bonne douzaine de fêtes sur le trajet, mais est-ce qu'il y a participé? Ouais, c'est ça la question. Ça change tout, en fait. Ouais. Tout le déroulé du chapitre. C'est pour ça que c'est pas lui qui ramène le bébé Harry, tu vois. Parce qu'il était là, sur la moto. Il était là pour s'enjailler, Dumbledore, donc il dit non. Moi, je vais faire la fête avec les autres. Le bébé, vous le gérez, quoi. Alors, on apprend que le fameux événement à fêter, c'est la disparition de vous savez qui. Donc bien sûr, on sait tous qui est vous savez qui, c'est Voldemort, on connaît les bails, on connaît le gars, on connaît la terreur qu'il a imposée pendant toutes ces années, mais tout ce que Dumbledore trouve à dire à McGonagall, c'est « Ouais, il a disparu, sinon tu veux un esquimau au citron ?» Au calme. Si on part du principe qu'il est bourré, ça peut quand même éponger l'alcool durant toutes les fêtes. Cette théorie, elle fonctionne dans le reste du chapitre 1. On va le voir. Non mais, on rigole, mais les esquimaux au citron, quand même, c'est assez important. Oui, non, ça reviendra en clin d'œil quand même dans la chambre des secrets, puisqu'il le choisira en mot de passe. Donc je pense qu'il a bien apprécié cette petite découverte moldue. Complètement. Donc dès le début, quand même, on voit le caractère de Dumbledore, il est toujours mystérieux, toujours à garder des informations pour lui, il est toujours en divulguer le moins possible. C'est vrai que ça sera un trait de caractère de Dumbledore. Ouais. Hein.
Je pendant pense toute la que saga. à vivre au quotidien, ça doit être assez compliqué. Ouais, c'est ça, c'est genre passe-moi le sel, Dumbledore, s'il te plaît. T'as été faire des courses aujourd'hui? Peut-être. Je ne sais pas. Toi, tu y es allé? Non, toi, tu y es allé? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Mais si tu y étais allé, est-ce que moi j'y serais allé? Insupportable. Insupportable. Passe-moi le sel, juste, passe-moi le sel. Donc McGonagall, en voyant l'attitude de Dumbledore et en l'entendant prononcer le nom de Voldemort par la suite, elle est à moitié admirative et à moitié exaspérée. Et là, ça m'a fait repenser à mes relectures et à ma première impression en lisant Harry Potter, c'est dans mon esprit. J'étais persuadée, et je suis toujours quand même un peu persuadée, que McGonagall est amoureuse secrètement de Dumbledore. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis la seule à... Alors dites-moi par la suite si je suis la seule à le penser. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais pas si t'es la seule à en penser, je pense que peut-être des auditeurs pourraient nous dire, ça se trouve, ils ont la même théorie que toi. Oui, il y en a au moins quelques-uns, je pense. Ouais, au moins, je sais pas, n'hésitez pas à nous dire si... Tu y as jamais pensé, toi? Alors moi, j'y ai jamais pensé. Alors j'y ai jamais pensé parce que je pense qu'il y a une profonde amitié entre les deux, mais j'ai jamais vu d'ambiguïté amoureuse entre ces deux personnages-là. Après, ce qu'on sait, et comme tu l'as dit en début d'émission, c'est... Enfin, Pottermore t'intéresse pas, parce que... Enfin, en plus, le site... C'est pas que ça m'intéresse pas. En fait, j'ai fait ma propre histoire. Dans ma tête, j'ai fait mon propre monde avec les propres histoires de chaque personnage. Et que quelqu'un d'extérieur, même si c'est J.K. Rowling, m'apporte plus d'informations, ça m'enlève un peu de magie, en fait. Et la magie dans Harry Potter, c'est quelque chose d'important, même en tant qu'adulte. Même à 28 ans, j'ai besoin de cette magie. J'ai besoin parce que, admettons-le quand même, la vie de Moldu, au quotidien, métro, boulot, dodo. Avoir cette magie, quand même, c'est réconfortant. Harry Potter, c'est un livre, c'est mon petit cocon. Et j'ai besoin de rentrer dans ce monde que j'ai construit. Même maintenant. Donc c'est pour ça que je suis pas à fond sur Pottermore. C'est vrai qu'à la base, Pottermore, qui va devenir Wizarding World, ou qu'il est déjà devenu d'ailleurs, je ne sais pas, le concept est discutable parce que, au-delà de proposer ce que peuvent proposer les sites fans d'Harry Potter, il y a les écrits originaux de J.K. Rowling. Et en fait, même si c'est des écrits originaux de J.K. Rowling, ça peut être discutable, parce que est-ce que on a envie d'apprendre, de savoir des choses qui ne sont pas dans les œuvres originales? Parce que si c'est pas dans l'œuvre originale, si c'est pas dans un des 7 livres d'Harry Potter, est-ce que, en tant que lecteur, même en tant que fan, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est une information légitime à connaître? Et ça c'est un débat, tu vois, parce qu'il y a ceux qui adorent, parce que ça... Ils continuent d'apprendre des éléments sur l'histoire des personnages, des choses qu'on ne savait pas, etc. Un des thèmes les plus importants et évidents et qui a fait peut-être couler plus d'encre, c'est l'homosexualité de Dumbledore, par exemple, qui est absente dans les livres Harry Potter, qui a priori sera présente dans la saga des Animaux Fantastiques, mais on attend toujours. Ouais. Les studios vont pas prendre ce risque, hein. Ils sont trop frileux. On verra dans les prochains films. Enfin, c'est suggéré, mais c'est pas complètement... c'est pas... Et t'as vu, Eddie Redmayne, il a balancé, alors je sais pas, j'ai pas vu les sources, comme quoi le scénario ne serait pas fini encore du 3. En tout cas, le tournage a été retardé longuement, et on sait que c'est parce qu'il fallait une relecture et surtout une réécriture du scénario, parce que beaucoup de fans, dont je fais partie, étaient assez mécontents du deuxième film, Les Crimes de Grindelwald, notamment au niveau de l'écriture. Mais alors tu vois, par exemple, je suis tellement fermée à Pottermore et aux suites que les Animaux Fantastiques, je les ai vus. Je les ai vus, j'ai vu les 2, mais pour moi, ça ne fait pas partie d'Harry Potter. Et j'ai été complètement bloquée à cette idée. Pour moi, c'est pas un préquel, ça ne s'est jamais passé dans le monde d'Harry Potter. Ah oui, carrément. Ah ouais, ça ne s'est jamais passé. Oui, mais parce que ce qui t'intéresse, c'est les 7 livres d'Harry Potter, en fait. Voilà, en plus. Et même les films, du coup, parce que... Ouais, même les films, moi, je suis vraiment attachée aux livres, en fait. Et justement, je pense que les livres aussi sont faits pour que les lecteurs s'approprient le livre et le monde qu'a inventé l'auteur. Et en disant trop d'informations, ça empêche le lecteur de s'approprier le livre et le monde que l'auteur a inventé. Et je trouve ça dommage. Mais après, c'est que mon avis, et je comprends tout à fait l'envie des fans d'aller plus loin dans l'aventure, parce que forcément, ça manque.
ça manque. Harry Potter me manque, la suite me manque, mais c'est pas pour autant que j'aimerais lire la suite, en fait. La suite, elle existe, elle s'appelle L'Enfant Maudit. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, sur les animaux fantastiques, on est encore sur autre chose, parce que ça développe l'univers, mais sur un préquel, c'est-à-dire sur quelque chose qui s'est passé des années avant, et finalement, ça n'a aucune incidence. Enfin non, si, ça a des incidences sur ce qu'on... Si vous avez vu les Animaux Fantastiques 2, ça a une incidence. Oui, tout à fait. Mais quelque part, ça s'est passé avant, et ça pourra rien changer à ce qui se passe après dans l'action, parce que ça s'est passé avant. Oui, pourquoi ce besoin de faire un préquel? Pourquoi? Mais pourquoi? Surtout pour le faire comme ça. Ouais. Comme ça. Et pourquoi des écrits originaux de J.K. Rowling sur des éléments de l'histoire qui ne sont pas dans les livres, mais parce que on est sur... c'est pour combler les fans qui sont, comme tu dis, en manque, tu vois, et qui attendent ce genre d'informations. Ah, mais c'est comme Star Wars, tu vois. Enfin, le fanservice, ça va à un moment. Ça peut être vu comme du fanservice. Ouais, c'est un fanservice. Il y a des... Voilà, mais on vit chacun son canon Harry Potter à sa manière. Ouais. Et c'est vrai que toi, ton canon, par exemple, c'est les livres, purement les livres, les adaptations en film que tu tolères et que tu apprécies regarder. J'apprécie beaucoup Daniel Radcliffe. Voilà, par exemple. Mais chacun son fandom, en fait. Chacun son canon Harry Potter. Oui, je suis d'accord. Voilà, après, il faut en respecter... Mais après, quand tu regardes pour les animaux fantastiques, ça a pas comblé beaucoup de Potterhead. Bah, le premier, si, quand même, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, parce que ça touchait pas vraiment à la trame Harry Potter, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve ça intéressant de développer, parce que l'univers qu'elle a créé avec Harry Potter, il est tellement vaste, tellement original, tellement beau, que ça m'intéresse, tu vois, qu'on le développe sur d'autres storylines, sur d'autres même périodes de l'histoire. Mais là, c'est vrai qu'elle a du mal à couper le cordon, parce que finalement, dans Norbert Dragono, c'est censé être le personnage principal. On se rend compte quand même que Dumbledore, il est très important, que c'est lui encore qui va tirer les ficelles, comme dans Harry Potter, et qu'il y a beaucoup de redites, quelque part. Enfin, tout ça, on a abordé ce sujet-là parce que, concrètement, par exemple, si on se pose la question de est-ce que McGonagall est amoureuse de Dumbledore, une théorie qu'on pourrait avoir si on se cantonne au livre, si on s'intéresse un petit peu à ce que J.K. Rowling a écrit à côté, ça... Enfin, on peut toujours avoir des théories, mais elle a contredit un petit peu ça. On avait d'ailleurs au podcast, excuse-moi, au podcast, on avait fait une émission sur... Non, mais en vrai, je suis très fan du podcast. Hein. Écoutez le podcast, c'est un très bon podcast Harry Potter, je le recommande vivement. Voilà, j'ai pas de celle-là. On a fait une émission sur Minerva McGonagall, et c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de retours d'auditeurs qui ne lisent pas Pottermore, qui ne sont pas intéressés par ça. Moi, je suis pas super intéressé par Pottermore non plus, mais pour les besoins de l'émission, on avait essayé d'être le plus complet possible, et c'est vrai pour le coup, elle a écrit l'histoire de Minerva McGonagall sur tout ce qui s'est passé, enfin tout ou presque ce qui s'est passé dans son histoire, et je peux peut-être vous le résumer assez rapidement. Donc après ses études, McGonagall, elle est tombée amoureuse d'un fermier moldu qui s'appelait Dougal McGregor. C'est pas l'acteur qui joue dans Star Wars, c'est pas... Non, c'est le frère d'Evan. Voilà. C'est le frère. Non, c'est le père. C'est le cousin. C'est le... Non, c'est l'arrière-grand-père, du coup, on va y arriver. Bref, elle est tombée amoureuse d'un fermier moldu, et ce dernier l'a demandé en mariage, mais malgré son profond amour pour lui, au dernier moment, elle a refusé sa demande en mariage. En fait, McGonagall, Minerva, elle se voyait faire la même erreur que sa mère, qui s'était mariée à un moldu, en cachant son identité de sorcière, et donc en s'éloignant de son monde. Donc voilà, elle s'est vraiment éloignée du monde, sa mère, elle s'est vraiment éloignée du monde de la sorcellerie, parce qu'elle a caché qu'elle était une sorcière au père de Minerva McGonagall. Donc Minerva, elle s'est installée seule à Londres, où elle travaillait au ministère de la magie, et 2 ans plus tard, elle a refusé une promotion, et elle a rejoint Poudlard, car l'Écosse lui manquait beaucoup, c'est là d'où elle vient, l'Écosse. Un jour, sa mère, elle lui a annoncé que Dougal McGregor s'était marié avec une fille de fermier, et ça l'a dévasté. Et Dumbledore l'a trouvé en train de pleurer dans une salle vide à Poudlard, et là, c'est enclenché un dialogue entre les deux, puisque Dumbledore l'a réconforté, et ça a été le début d'une longue amitié, selon le texte de J.K. Rowling. Donc elle met bien le mot friendship, quoi, le mot amitié entre les deux. Plus tard,
Minerva McGonagall, elle va se marier avec Elphiston Urquhart. C'était son ancien chef de service lorsqu'elle travaillait au ministère. Elle a toujours refusé ses avances. Et puis finalement, elle va accepter sa demande de mariage après la mort de Dougal, parce qu'elle va apprendre que Dougal malheureusement est mort, ça va la dévaster, mais ça va créer un déclic chez elle, et elle va accepter de se marier avec Elphiston. Ils vont vivre 3 ans de mariage qui vont être heureux, dans une petite maison à Préolard, mais malheureusement, Elphiston, il va mourir accidentellement, mordu par une tentacula vénéneuse. C'est quand même pas de bol. Et dévastée, Minerva, elle va rejoindre sa chambre à Poudlard pour y rester jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au temps du récit d'Harry Potter. Et quand on lit le texte, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que Minerva puisse être amoureuse d'Albus Dumbledore, puisque il y a déjà parce qu'elle parle d'amitié, et je vois de quelle sorte d'amitié elle peut parler. C'est-à-dire que Dumbledore, son vécu est assez similaire à celui-là de Minerva McGonagall. Ils ont des points en commun, et par là, il arrive à la réconforter. Et il arrive à la réconforter justement parce que il s'agit que d'amitié. Et puis bon, on sait aussi que J.K. Rowling a toujours vu Albus Dumbledore comme quelqu'un d'homosexuel. Et donc, par là... mais bon, après, ça peut changer rien au sentiment de Minerva, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, ce qui me dérange avec ce texte, c'est que quand même McGonagall, elle est présentée comme une femme forte et indépendante. Enfin, on l'imagine comme ça. Oui, c'est vrai. Elle est assez badass. Et en fait, pour tout avouer, je l'avais lu justement quand je me suis posé la question des sentiments amoureux de McGonagall, j'avais lu le texte. Et J.K., elle raconte qu'elle a refusé plusieurs fois ses avances, comme tu le dis. À la base, elle ne voulait pas se marier avec. Mm-hmm. Mais j'ai du mal à alors peut-être que dans le passé, elle avait moins d'indépendance et elle avait peut-être moins de confiance en elle. Mais j'imagine pas McGonagall se marier parce qu'il faut se marier, et se marier avec un mec parce que en fait son amour de toujours est décédé, tu vois. Et de se dire l'autre il est là, il veut se marier avec moi, allons-y en fait. Après, c'est écrit dans le texte quand même qu'elle a un mariage heureux et qu'elle aimait assez épris d'amour quand même pour Elphiston. Avec le temps. Mais c'est quand même une décision dure à prendre quand même quand tu normalement être forte et indépendante, de te dire j'aime pas cet homme mais je vais me marier avec lui parce qu'il le faut, tu vois. Ça va pas avec le caractère de McGonagall, mais encore une fois peut-être qu'elle a évolué en badass comme on la connaît aujourd'hui, et que plus tard, plutôt plus jeune, elle était différente et elle avait besoin de sécurité et de confort, peut-être. Après, c'est son seul mariage, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc en fait, elle a refusé son mariage avec le fermier Moldu parce que elle avait ses propres ambitions en tant que sorcière. Ouais. Donc pourquoi ce revirement ? Pourquoi ce revirement avec son ancien chef de service ? Moi je le vois pas comme un revirement, je le vois comme j'ai refusé l'amour que je portais pour ce Moldu parce que je voulais pas quitter le monde des sorciers qui m'est cher, et quand je vois ce qui est devenu le mariage de mes parents, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs qu'a pu faire ma mère, tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. Parce que en gros c'est soit je cache mon identité de sorcière, donc je m'éloigne de mon monde, ou soit je révèle que je suis une sorcière, et c'est compliqué pour rester à la ferme et que mon mari vive une vie normale et que ça soit bien perçu, tu vois ce que je veux dire ? Et quelque part, je pense qu'elle a peut-être des remords, et avec le temps, le fait qu'il soit mort après, son premier amour, ça peut-être tourné définitivement la page, et elle s'est dit, peut-être que j'ai de l'amour à donner à quelqu'un et j'ai de l'amour à recevoir, finalement, tu vois ce que je veux dire ? À Dumbledore. Non, à Elphiston, du coup, si on a lu Pottermore. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que du fait qu'il soit mort 3 ans après, bon, certes, il était plus âgé qu'elle, mais il est mort 3 ans après dans une mort con, quoi. Et je pense, c'est pas drôle, je sais pas pourquoi je rigole, mais je pense que... Shame on you. Ouais, je pense que là, pour le coup, ça a été la fin, quoi. Elle s'est dit, d'accord, le mariage, c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. C'est pour ça que je la vois pas avoir des sentiments pour un autre homme maintenant.
ou maintenant je pense au temps du récit d'Harry Potter. Ouais, je vois. Mais parce que je prends en compte l'écrit de J.K. Rowling, et on a tout à fait le droit de dire « Oh, bah oui, mais c'est pas dans le livre, donc moi j'ai le droit de créer mon propre univers Harry Potter, quoi. » Donc je comprends aussi ta théorie, et t'as raison. Et sa liberté de penser. Ta liberté de penser de Florent Pagny. Donc, à l'instar de Florent Pagny, il n'y a aucun mal à ce que tu t'imagines que Minerva McGonagall ait des sentiments pour Dumbledore. Par contre, paye des impôts. Bon, alors, on revient un peu au chapitre. On arrête un temps les digressions. Alors, on apprend la raison de McGonagall au 4 Private Drive. Elle a appris que Harry Potter a survécu à l'attaque de Voldemort. Donc je pense que après tout ce temps, elle connaît un peu Dumbledore. Elle sait qu'elle n'allait pas emmener le bébé dans un orphelinat, mais chez ses derniers parents en vie, la sœur de Lily Potter, Pétunia. Et je pense que du coup, elle voulait voir où est-ce que Harry allait atterrir. Et je pense que ce qu'elle a vu, c'était pas réjouissant, vu le comportement de Vernon, de Pétunia, et du petit aussi, qui était assez virulent malgré son jeune âge. Et d'ailleurs, on peut se demander, ce qui est légitime, c'est si Harry, finalement, il aurait... Et c'est dur de se poser cette question, mais s'il aurait pas été finalement plus heureux en orphelinat que chez les Dursley. Parce qu'on peut mettre le mot maltraitance, quand même, sur la vie qu'il a eue chez les Dursley. Une maltraitance, vivre dans un placard sous l'escalier, c'est pas très fun, quand même, au milieu des araignées, peu de jouets, pas de livres. On les regarde, ils cuisinent, quand on regarde le film, ils cuisinent pour les Dursley, enfin, c'est un peu l'esclave de la maison. Donc on peut mettre légitimement le mot maltraitance sur la vie chez les Dursley. Et toi, t'en penses quoi ? Tu penses que Harry il aurait été plus heureux en orphelinat ou pas ? Ça dépend de quel orphelinat. Ouais. Sincèrement, je sais pas. Mais on peut se poser la question. Mais c'est fou parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai découvert en fait très tôt la saga. Et en fait, avant, en tant qu'enfant, je voyais pas ça comme de la maltraitance. Enfin, je me suis jamais dit... Enfin, je me suis déjà dit... Ta chambre, c'était un placard sous l'escalier. Mais ouais, je me dis, putain, ils sont durs et tout. Il a même pas de chambre à lui, il a pas de jouets. Mais j'avais pas assez de recul pour mettre le terme maltraitance et de voir l'ensemble du problème, en fait. C'est qu'en fait, mais où sont les services sociaux, en fait ? Je pense que si jamais il y avait eu une petite visite à Private Drive, c'était terminé, quoi. Il allait à l'école avec des vêtements trop grands. Il avait l'air beaucoup trop maigre pour son âge. Je pense que les voisins ne sont pas aveugles, là aussi, ils ne sont pas sourds, hein. Ils entendaient les cris sur Harry. Ils voyaient comment il était traité par les Dursley, et pourtant rien n'a été fait. Et en orphelinat, peut-être qu'il aurait eu plus de chance dans un orphelinat correct. Déjà, c'est plus contrôlé, je pense. Hein. Je sais pas s'il y a des familles d'accueil. Ouais, il y aurait une famille d'accueil aussi, surtout que les gens cherchent à adopter des bébés. Donc ouais, je pense qu'il aurait été en famille d'accueil aussi, et il aurait peut-être eu plus de chances d'être mieux traité. Et toi, t'en penses quoi ? Bah, je pense à peu près pareil que toi. Après, je comprends pourquoi Dumbledore l'a pas fait. Et on va l'apprendre plus tard dans l'histoire. C'est que la sorcellerie, le monde de la magie est très lié dans l'univers de J.K. Rowling au sang, à la génétique. Et si Dumbledore fait le choix de mettre Harry chez les Dursley, c'est parce que Pétunia Dursley est la seule famille qui lui reste. C'est-à-dire qu'elle a le sang de sa sœur, et Lily s'est sacrifiée pour son fils. Donc en fait, dans la maison des Dursley, il y a la possibilité de créer un sortilège qui protège Harry jusqu'au moment où il va être majeur. Et donc il le fait pour ce choix-là, en fait, je pense. Parce que Harry, chez les Dursley, peut avoir une protection magique liée au sang de sa propre mère, puisque Pétunia a le sang de Lily Evans. Et attention, je vais jeter un pavé dans la mare, mais est-ce qu'il aurait été pas encore plus safe aux côtés de Dumbledore en tant que père d'accueil ? Ouais, alors, ça c'est un truc, c'est genre, il y a beaucoup de choses que Dumbledore fait pas lui-même, et on peut se demander pourquoi il les fait pas lui-même. Oui, tout à fait. Ouais, c'est quand même le sorcier qui est le plus respecté, entre guillemets, de Voldemort, le plus craint. Et je pense qu'il aurait eu plus de chance, il aurait baigné dans la magie, donc il aurait pu grandir à Poudlard. Ouais, il aurait appris au plus tôt comment se défendre. Et non, mais pourquoi ? Ça, c'est la question. Alors après, Dumbledore dit dans le livre, il vaut mieux qu'il grandisse en dehors du monde des sorciers. De toute célébrité, ouais.
puisque ça peut lui tourner la tête, le fait qu'il soit célèbre. Devenir un petit con prétentieux comme il est devenu dans les livres suivants. Non mais tu vois ce que je veux dire. Loupé. Ça c'est plutôt vrai, mais pas dans cette famille-là, tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que la deuxième inquiétude de Dumbledore, ou en tout cas la deuxième motivation de Dumbledore, c'est de ne pas reproduire la même erreur qu'avec Tom Jedusor. Tom Jedusor qui, lui, a grandi en orphelinat et qui est devenu, progressivement, enfin, il a fallu du temps, mais il est devenu, a fortiori, Voldemort, quoi. Mhm. Et je pense que mettre Harry à l'orphelinat, c'est un peu... Est-ce que je suis pas en train de créer un deuxième Voldemort ? Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il vaut mieux qu'il soit dans sa famille, donc dans le sang de sa famille, où je peux créer une magie qui va le protéger, et tant qu'il considérera cette maison comme son foyer, il sera protégé. C'est-à-dire que si Voldemort revient, il pourra rien contre lui, parce qu'il est, il est dans sa maison. Et en termes magiques, c'est une protection. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le fait, et je comprends pourquoi il le fait. Après, le problème, c'est que je pense qu'il aurait eu peut-être hein, une meilleure enfance dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil de qualité. Ouais, mais le problème, c'est que si Voldemort était revenu, ou si un mangement avait voulu finir le travail pour lui, il serait mort, peut-être. Ouais, oui, bah, ça, c'est certain. Oui, mais jusqu'où va la protection du sang ? Genre, non, mais je vais aller... Voilà. Il y a un mange-mort, il arrive dans l'école d'Harry. Spling. Bon, l'école est assez protégée, quand même. Mais... Non, mais pas Poudlard. Ah. L'école primaire, tu vois ? Oui, à l'école, il va les... Bah, c'est pour ça qu'après... Bon, à l'école, je sais pas s'il était surveillé, mais on apprendra plus tard que Madame Fig est une craque-meule, et qu'en fait, elle le surveille depuis toujours, et que c'est un espion de Dumbledore. Donc, il est quand même... Il a toujours eu un œil sur Harry pendant toute son enfance. Après, je suis d'accord que le risque zéro n'existe pas. Et par exemple, à l'école... Mais jamais ça va être précisé de quelle façon la protection du sang va marcher. C'est vrai que c'est un peu obscur. Ouais, comme un dôme sur la maison, comme un dôme quand il est avec Pétunia, comme à quel moment en fait. D'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, les gens qui n'ont pas lu les livres et qui n'ont vu que les films, ils doivent se poser encore plus la question que nous en fait. Ouais. Pourquoi il l'a emmené chez les Dursley ? Parce que je crois pas que ça soit expliqué, le lien du sang, le fait que jusqu'à sa majorité... Non. Enfin, peut-être que quand il part, tu vois, je crois peut-être quand il part... dans les reliques de la mort, il dit je suis majeur, du coup la protection va s'enlever, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais s'il faut attendre le dernier film pour l'apprendre. Enfin bref, effectivement, on peut se poser la question, je pense qu'il aurait été le plus heureux, mais pour sa sécurité, malheureusement, c'était sans doute la meilleure solution. La meilleure solution, ouais. Donc ensuite, on a la confirmation de l'assassinat de Lily et James Potter par Voldemort. Assassinat de Lily et James, mais que le bébé Harry Potter a survécu. Mais encore plus fort, c'est que un bébé a survécu, un bébé d'1 an si je me trompe pas, mais il a survécu et il a également détruit le pouvoir de Voldemort. Voldemort s'est volatilisé après lui avoir jeté un sort de mort. Ça épaissit encore plus ce mystère. Il a fait un vol de la mort après. Petit bruit de batterie, s'il vous plaît. Alors, Dumbledore confirme les craintes de McGonagall et il lui confirme qu'effectivement, il veut confier Harry Potter à Pétunia et Vernon. Donc, elle s'indigne évidemment parce qu'après avoir observé cette famille toute la journée, elle a très vite compris quel genre de personne il était. Mais en tout cas, McGonagall, elle est un peu contre tout, hein. Contre les décisions de Dumbledore, je pense tout au long de la saga, elle le soutient pas à fond, mais à aucun moment elle va dire écoute Dumbledore, je suis pas d'accord avec toi, tu fais de la merde. Je pense que si c'était elle qui était à la charge des décisions à prendre, elle ferait autrement. Ouais. Mais elle sait que Dumbledore est un plus grand sorcier qu'elle, donc elle fait confiance. Une confiance aveugle. Aveugle, ouais. Je pense que c'est une des grande fidèle de Dumbledore. Et c'est intéressant parce qu'elle est tellement fidèle et tellement irréprochable. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais il y a eu la théorie, pendant que les livres, enfin avant que tous les livres soient sortis, que Minerva McGonagall était une mange-mort et qu'en fait elle était au service de Voldemort, tellement qu'on n'a rien à lui reprocher et qu'elle a une confiance aveugle envers Dumbledore. Et non, c'est juste que c'est quelqu'un de bien, c'est une des
un de mes personnages préférés, perso. Donc comme on l'a dit, pour Albus, c'était le moyen de protéger Harry Potter, le fait de le confier aux Dursley. Et aussi, donc non seulement de le protéger de Voldemort, bien qu'il se soit volatilisé, il faut le protéger quand même de la menace de cette épée Damoclès, mais aussi il faut le protéger de toute cette célébrité dont il va faire l'objet, jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer en fait. À 11 ans. À 11 ans. Non mais c'est ça, à 11 ans. Comment tu peux être prêt à assumer toute cette... Après, ça explique comment Harry a évolué en fait. À aucun moment il se remet en question, vraiment, sur ses actes. Et ça explique à 11 ans. Tu te cherches encore à 11 ans, et d'un coup, tu rentres à Poudlard, on en parlera encore une fois, mais tu entres à Poudlard, et tout le monde est persuadé que tu es un génie de la magie, que tu vas faire les choses bien, que tu es quelqu'un de bien. C'est trop pour un enfant, enfin un enfant, un préadolescent en tout cas. Après, la question c'est, vous y êtes déjà posé la question dans le podcast, mais le système scolaire chez le monde des sorciers débute à quel âge en fait? Comment sont les maternelles et les primaires? Est-ce qu'ils pouvaient pas faire une entrée un peu plus early, enfin plus tôt? En fait, je pense que les sorciers, ils ont le choix. C'est soit... Enfin, on parle bien d'une maman et d'un papa sorcier. Genre les deux parents sont sorciers, ok. Je pense qu'ils ont le choix, c'est soit l'enfant fait sa scolarité avant Poudlard dans une école de Moldus, mais je pense, hein, enfin c'est ce qu'on pensait au podcast en tout cas, dans mon souvenir, il doit y avoir beaucoup de familles de sorciers qui décident de faire la propre éducation des enfants. Mais ça, la preuve en est qu'ils ne connaissent rien du monde des Moldus en fait. C'est-à-dire que si jamais t'avais été à l'école avec les Moldus, tu saurais t'habiller comme eux, tu vois ce que je veux dire? Tu saurais comment fonctionne l'électricité. Je sais pas, parce que t'aurais été dans une salle de classe et t'aurais utilisé... mais bref. Le sujet n'a jamais été abordé sur Pottermore, sur le système éducatif des sorciers. À nos auditeurs de nous le dire, de nous préciser. Mais force est de constater que les enfants de parents sorciers au pluriel, ils sont tellement nuls dans le monde des Moldus qu'on constate soit il existe une école primaire sorcière, soit ils vont pas en cours, ils sont pas scolarisés parce que sinon ils seraient au courant, ils auraient des amis Moldus, voilà. Et on a l'impression quand même que dans Harry Potter, ceux qui ont une connaissance Moldus, c'est des nés Moldus. Et que les enfants nés de parents sorciers, encore une fois au pluriel, ils n'y connaissent rien, donc a priori ils n'ont pas été en école. Hein. Mais voilà, on se pose encore la question, on n'a pas d'informations complètement sûres. Après, pour revenir à ce que tu disais sur le fait que ça fasse trop pour Harry à 11 ans, j'ai envie de dire en même temps pas trop le choix. Je veux dire, bon, oui, il faut qu'il fasse sa scolarité à Poudlard, et en même temps, ce que cherchait Dumbledore, comme souvent, il a réussi. Parce que en éloignant pendant toute son enfance, jusqu'à ses 11 ans, du monde des sorciers et quelque part de la célébrité qui entoure sa personne, il a réussi son pari, parce que Harry est quelqu'un de humble. Il est quelqu'un il se revendique jamais comme l'élu, ou vraiment qu'à la toute fin. Il pense vraiment qu'il n'y a rien d'exceptionnel en lui. Parce qu'il comprend pas pourquoi il est célèbre. En fait, ça arrive dès le début dans l'école des sorciers. Il comprend pas pourquoi il est célèbre. Mais c'est surtout qu'il a pas d'influence sur les relations entre sorciers. Il a pas la notion de, par exemple, tu sais que un tel vient de Serpentard, tout de suite tu vas avoir les préjugés. Tu vas dire c'est une mauvaise personne. Sa famille est mange-mort. Lui, il a pas tous ces préjugés. Il arrive un peu blanc comme neige en fait dans le monde des sorciers. Et Malfoy, il voit tout de suite le genre de personne, mais il arrive en fait vierge de tout préjugé. Il arrive, il a aucune connaissance de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard, il connaît pas les mange-morts, et je pense que c'est ça aussi, c'est un plus au-delà de ne pas être conscient de la raison de sa célébrité. Il se sent pas plus important que les autres, et mieux, il se sent même inférieur aux sorciers. Parce que ce qui est beau par exemple dans la rencontre entre Harry et Ron, c'est que tous deux ont l'impression d'avoir une star en face d'eux. Ron, il a une star en face de lui parce que Harry est ultra connu et c'est lui qui a basculé, qui est le responsable de la chute de Voldemort. Il est ultra célèbre, c'est Harry Potter. Et Ron, pour Harry,
c'est quelqu'un d'incroyable aussi, parce qu'il vient d'une famille de sorciers. Le monde auquel, a priori, il fait partie, mais dont il connaît rien. Et il pose plein de questions à Ron, et Ron pose plein de questions à Harry. Et c'est beau, ça, parce que si Harry, il avait vécu dans une famille de sorciers, ou dans le monde des sorciers de façon générale, il aurait eu tout de suite accès à sa propre célébrité, il aurait connu son histoire, et peut-être qu'il serait devenu une espèce de Drago Malfoy hyper suffisant, etc. Et force est de constater que Harry met jamais sa personne en avant, et jusqu'à la toute fin, c'est même énervant, ça peut être quelque chose d'agaçant chez lui, mais il veut pas que les autres se sacrifient pour lui, il veut pas que les autres meurent pour lui, c'est sa pire crainte, parce qu'il se sent pas élu, il se sent pas plus important que les autres, et il comprendrait pas pourquoi les gens mourraient pour lui. Alors après, il veut pas mourir pour lui, il meurt pour la cause, mais bon. Ouais, voilà, il meurt, parce que Harry Potter, il fait un peu de son histoire la cause des sorciers. Sauf que son histoire, c'est pas la cause des sorciers. Voldemort, il a sévi bien avant le meurtre de Lily et James, en fait. Donc la cause, c'est une histoire beaucoup plus complexe que l'assassinat de Lily et James. Avec plein d'autres victimes. Et ça, il arrive... À aucun moment, il l'a assimilé, quand même, durant son adolescence. Sauf quand il rencontre, j'ai l'impression, il a un peu un flash quand il rencontre les parents de Neville, Londubat. Ouais, c'est là, il se dit, ça va beaucoup plus loin que moi, en fait. C'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est vrai, il y a ce moment-là. Et puis, force est de constater quand même qu'à partir de la fin du 5e tome, quand il a connaissance de la prophétie que lui raconte Dumbledore, il comprend quand même... Enfin, ça reste une affaire personnelle. Parce que si Voldemort doit être détruit, il doit être détruit par Harry. Oui, mais après... Ça encore, je pense qu'on y reviendra plus tard, peut-être qu'on partira plus loin, mais c'est... En fait, il a été l'élu juste parce que c'était ce bébé, mais ce bébé, ça aurait pu être Neville, par exemple. Ouais. Sur le sort. Et il y a tellement de mères qui auraient pu se sacrifier pour leur bébé. Donc ça pourrait être Harry, ça aurait pu être Neville, ça aurait pu être... très certainement fait Alice Londubat, la maman de Neville. Ouais. Donc c'est par défaut, entre guillemets, que ça a été Harry Potter, parce que c'est lui, sur le moment, à cet instant. Et ça a été la malchance de toute sa vie. Mais du coup, c'est personnel sans être personnel. C'est devenu personnel parce qu'il était là. C'était l'enfant qui était là. Il n'avait pas prévu le sacrifice d'une mère. Tout à fait. Donc alors, on reprend notre chapitre quand même. Arrêtons un peu les digressions un instant. Ça suffit, monsieur. Allez, non. Allez, non. Alors, ok, McGonagall se fait à l'idée que Harry va arriver au 4 Private Drive, mais comment va-t-il arriver ? Et là, elle apprend que c'est Hagrid qui va emmener Harry. Alors encore une fois, McGonagall se dit Hagrid, ouais, ok, Hagrid, il est bien gentil, mais il est un peu négligent, quoi. J'aurais pu le faire. Ah oui. Non, mais McGonagall, elle aurait... Je pense qu'elle pense... Mais moi, j'aurais pu le faire, par exemple. Hagrid, c'est pas forcément le choix le plus safe, quand même. Alors elle le trouve négligent, surtout pour se confier une telle tâche, prendre soin d'un petit bébé à Hagrid, comme il va être décrit. Mais bon, Dumbledore lui dit qu'il lui confierait sa propre vie. Donc Hagrid, il rentre dans la saga quand même d'une manière assez spectaculaire quand même, sur une grosse moto volante. Il est décrit comme quelqu'un de 2 fois plus grand que la moyenne. Donc pour l'instant, on reste sur la taille par rapport à un humain, mais jamais on va le qualifier de demi-géant, enfin du moins pas pour le moment jusqu'à la coupe de feu. On décrit, alors sa description elle est assez particulière quand même. On dit que ses mains font la taille d'un couvercle de poubelle et qu'il a des pieds chaussés de chaussures en cuir faisant penser à des bébés dauphins. Pourquoi des bébés dauphins ? Ouais, je pense qu'on s'imagine, tu vois, c'est visuel. Ouais, carrément visuel, mais... Enfin, les bébés dauphins, pas trop, mais finalement, les couvercles de poubelle, tout de suite, tu visualises des couvercles de poubelle et tu fais « Ah ouais !» Pourquoi ? Ah, allez, pourquoi pas autre chose, quoi, c'est ça. Moi, j'imagine des pantoufles, tu sais, les pantoufles quand on était petit. Les moufles. Non, les pantoufles. Pourquoi les pantoufles ? Tu sais, les pantoufles en forme d'animaux, de tête et tout ça qu'on portait quand on était petit. T'as eu des pantoufles en forme de couvercle de poubelle ? Non, par rapport au bébé dauphin. Ah, au bébé dauphin. Ah oui. Tu vois de quoi je parle ? Ok, ouais. Tu vois ces pantoufles-là ? Ouais. Alors, Hagrid apprend à Dumbledore qu'il a emprunté la moto volante au jeune Sirius. Sirius Black ? Sirius. Oh.
Il raconte qu'il a trouvé Harry au milieu de la maison en ruine et qu'il a réussi à l'emmener avant que les Moldus débarquent. Ouais, là je me pose une petite question, mais ça fait très longtemps que je me la pose et je crois pas qu'il y ait de réponse et il y a beaucoup de fans qui sont dans la même situation. Mais c'est vrai que je me demande quand même what the fuck happened dans la maison des Potter. J'aimerais bien savoir, pour le coup j'aimerais bien un écrit de J.K. Rowling si elle l'a pas fait et que je l'ignore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont rendues chez Lily et James à part Hagrid et Sirius? Que font les voisins? Que font les voisins? Ouais, complètement, que font les voisins voisins vigilants? Que font-ils? Je pense qu'il y a des sécurités si leurs voisins sont moldus, parce que par exemple, dans les Reliques de la Mort, quand Harry et Hermione vont à Godric Hollow, les moldus peuvent pas voir la maison. C'est vrai. Donc si leurs voisins sont moldus, bref, je pense qu'il y a des sécurités et il y a des maléfices, des sortilèges, et ils ont rien capté. Mais moi, ça m'intéresse parce que, par exemple, dans le film, on voit Rogue serrer Lily contre lui dans le grand moment flashback émouvant des films, sauf que dans le livre, on n'a jamais la confirmation que Rogue y allait. On sait juste que Hagrid et Sirius étaient sur place, mais on n'a pas la confirmation que Rogue y allait. Donc, est-ce que Rogue y est vraiment allé, ou est-ce que c'est un flashback, une interprétation des films et une espèce d'invention? En tout cas, Rowling, elle a révélé dans un chat sur son site internet en 2007 que Queue de Verre, lui, était retourné chercher la baguette de Voldemort pour aller lui donner entre le 3 et le 4. Parce que quand la coupe de feu est sortie, c'est un truc que beaucoup de fans se sont posés, mais comment Queue de Verre peut lui donner sa baguette? D'où sort la baguette de Voldemort? Pourquoi Queue de Verre il l'a? Parce qu'il a été la chercher dans les ruines. Mais là, on peut se poser d'autres questions. Pourquoi personne a ramassé la baguette de Voldemort? Imagine, il y a Hagrid qui est venu. Hagrid, lui, il est venu pour chercher le bébé. Ouais. Et Hagrid, soyons francs, il est pas très fut-fut, dira-t-on. Il va pas penser à chercher, à voir si la baguette a survécu. Rogue, ensuite. Rogue, lui, il est aveuglé par le chagrin. C'est son amour de toujours qui vient de mourir. Il est aveuglé par le chagrin. Je pense pas qu'à un seul moment, en fait, il pense à chercher la baguette. Le seul qui aurait pu penser à ça, c'est Sirius. Enfin, Sirius, est-ce qu'il s'est rendu à la maison? Non, je crois pas. Il y était en tout cas, parce que c'est lui qui prête sa moto à Albus. Non, à Hagrid. Hagrid, pardon. Bah non, mais c'est pas dit s'il a prêté sa moto. Oui, ça peut peut-être être avant. Ouais, ça peut être avant ou après, tu vois. Ça, il y a pas de précision. Ouais. Mais en tout cas, les deux seules personnes où on est sûr, quasiment sûr, de ces personnes qui se sont rendues à la maison, elles ont pas pensé à chercher la baguette. Ouais, mais alors pourquoi Dumbledore y est pas allé? Ah, mais c'est encore une question, hein. Dumbledore, pourquoi Parce que c'est le premier à dire Voldemort va revenir. En gros, il a jamais cru à la mort de Voldemort. Mais alors pourquoi ne pas avoir été, avant Queue de Verre, des années plus tard, ramasser la baguette de Voldemort pour la détruire? Parce que c'est genre, oui, moi je suis persuadé, il va revenir à un moment ou à un autre, d'accord? Et tu laisses la baguette dans la maison, c'est quoi les bails? C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle des plot holes, un trou dans la narration, un truc, on espère que les gens vont pas trop se poser la question, parce que il y a très certainement une incohérence là-dedans. Bon, après, bref. encore une fois, le monde de JK, le monde qu'a créé JK, il est tellement complet qu'on lui pardonne quelques incohérences et quelques trous. Complètement. Mais elle a fait un travail énorme quand même. En tant que fan, on cherche la petite bête, on cherche le détail. Forcément. Et pareil, je me demande, mais qu'est-ce qu'a fait Hagrid avec le bébé Harry pendant toute la journée? Parce que ça prend pas toute la journée de... Mais attends, toute la d'emmener journée. le bébé à Private Drive. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le bébé? On est bien dans la nuit du 31 octobre. Oui, mais ça fait déjà... Non, parce que Lily et James sont morts la veille. Le 30. Ils sont morts Non, on est dans la nuit... Du 31 au 1er. Donc ça vient d'arriver, en fait. C'est arrivé. Non, bah non, parce que... non, c'est arrivé la nuit d'avant. Le 30. Bah oui, parce que comment tu veux que McGonagall elle soit au courant sinon? Donc oui, c'est arrivé le 31. Bah non, imagine, c'est arrivé en début de soirée, on n'a pas d'indication sur l'heure. En fait, je pense que on est le 31 dans tout le temps, en fait. On est le 31 quand Lily et Jess meurent parce qu'on est après minuit. Et c'est précisé que quand Dumbledore arrive à Private Drive, il est pas encore minuit, il est quelques heures avant minuit. Donc en fait, on est sur la même journée, si tu veux.
Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre. Mais en fait, Oui, Lily et parce qu'il James y a sont morts. les hiboux, en plein jour. Oui. Lily Mais ouais, et James bête. sont morts dans la nuit du 30 au 31. Oui, ouais. Et là, l'action dans ce chapitre se passe dans la nuit du 31 au 1er novembre. Tu vois? Donc, il s'est bien passé une journée où Hagrid, je sais pas ce qu'il a fait avec le bébé. Est-ce qu'il l'a emmené à sa cabane? Au chaudron baveur. Avec un petit biberon de bière au beurre, au calme. Bref. Alors ensuite, quand Hagrid arrive avec le petit Harry, on le retrouve au milieu d'un tas de couvertures avec une touffe de cheveux noirs jais et sa fameuse cicatrice en forme d'éclair. Donc c'est là que Voldemort l'a atteint. McGonagall, elle aimerait bien que cette cicatrice disparaisse, mais Dumbledore dit que même s'il pouvait, il ne le ferait pas. Je cite, « Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. » Après, précision sympa à connaître, moi-même j'en ai une au-dessus du genou qui représente le plan exact du métro de Londres. À quelle fréquence Dumbledore prend le métro de Londres? À quel point c'est utile? Ça, je ne sais pas. Puisqu'il peut appuyer la théorie de Dumbledore est complètement bourré parce qu'il est passé une douzaine de fêtes Mais à quel avant moment t'as d'arriver une cicatrice? et que c'est juste Ouais, une regarde grosse ma bêtise. cicatrice, c'est le plan du métro. Il est con. Je te l'ai dit, Jean-Michel. Il est complètement sous. Alors en plus de laisser Harry sur le pas de la porte, il laisse une lettre adressée à Pétunia. Et le contenu de cette lettre ne sera révélé que dans le tome 5. Donc là, en effet, comme on l'a déjà dit, on apprendra que le sacrifice de Lily a mis en place un sortilège de protection sur Harry, qui a fait ricocher le sort lancé par Voldemort. D'où le choix de Dumbledore de placer Harry chez sa tante, où la protection par le lien du sang continuera d'agir sur Harry et ainsi le mettre hors de portée du mage noir. Et donc là, c'est avec beaucoup d'émotion que nos trois personnages, Dumbledore, McGonagall et Hagrid, vont faire leur adieu, ou plutôt leur au revoir à Harry Potter. Dumbledore actionne l'épée noire pour allumer les réverbères, chacun parte de leur côté en laissant Harry seul face à son destin. Le 1er novembre 81, Pétunia ouvrira la porte avec ses bouteilles de lait et découvrira avec stupéfaction son neveu. Et comme on le sait, Harry subira moquerie et maltraitance de sa famille. Mais pour l'instant, il se trouve devant la porte avec un petit tas de couvertures. Et les gens murmurent en trinquant leur verre à la santé de Harry Potter, le survivant. Waouh, on s'y croirait. Incroyable. Comment il s'appelle déjà le mec qui prête sa voix pour les livres audio? Alors c'était Bernard Giraudot au début en tout cas. Alors, entre Bernard Giraudot et moi, franchement, le Votez. choix est compliqué. Enfin, Alors par contre, je sais que toi, Jérémy, tu as du mal avec les livres audio. Français, un petit peu. Français, ouais. C'est vrai que c'est particulier, c'est une autre interprétation, mais je trouve ça plutôt sympa à écouter, ça donne une autre vision des choses. Bon, c'est compliqué au niveau de certaines voix, surtout Ron qui zozote, mais je trouve que c'est une bonne découverte, vraiment. Bah, en fait, c'est en français, je le trouve un peu caricatural sur le jeu des personnages. Mais encore une fois, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille fortement les livres américains ou anglais, et particulièrement anglais, puisque c'est Stephen Fry qui fait le livre audio en langue anglaise. Et c'est juste un délice. C'est quand moi la première fois que j'ai lu, je crois, les livres en anglais, j'ai écouté le livre audio de Stephen Fry en même temps et c'était incroyable. Donc si vous voulez améliorer votre anglais ou si l'expérience vous intéresse, bah faites ça. C'est Stephen Fry, j'aime beaucoup. Bernard Giraudot un petit peu moins. J'ai oublié le nom du narrateur qui a repris. Mais finalement, il s'est reposé sur l'interprétation de Bernard Giraudot, donc c'est un petit peu la même chose. Mais c'est vrai que c'est une expérience différente de lecture, parce que soit on écoute en lisant en même temps, ou soit on fait simplement écouter. Ouais. Et toi d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu fais, non, pour préparer l'émission? Finalement, tu l'as écouté le premier chapitre? Non, enfin, finalement, pas tellement, non. Non, je me suis basée plutôt sur les livres. Ok. Eh ben, en tout cas, on arrive à la conclusion de ce premier chapitre.
et donc de cette première émission de Fréquence 9 3/4. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours, en tout cas. On se cherche un petit peu, forcément, hein, c'est le premier enregistrement, donc... Premier podcast. Ouais, premier podcast pour toi, Marina, et puis, de toute façon, c'est à chaque fois une nouveauté, hein. Là c'est un autre concept, donc moi aussi, hein, c'est un peu une première fois aussi. Et voilà, donc on raconte l'histoire et en même temps on fait des digressions, on aime bien discuter d'Harry Potter, donc on peut pas s'en empêcher de toute façon. Dites-nous si ça vous plaît, si on fait trop de digressions, ou si vous voulez qu'on analyse un petit peu plus, en tout cas on fera notre maximum, hein, voilà. Les retours constructifs sont toujours les bienvenus. Complètement. Et on a conscience de toute façon qu'on commence, et que ça se fera petit à petit, et on espère en tout cas que cette introduction, que ce premier numéro vous a plu et que ça vous donnera envie d'écouter la suite. Alors n'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous envoyer vos messages, vos questions, sur vos réactions aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On y répondra et on les lira avec beaucoup d'attention et beaucoup de bonheur. Et comme on l'a dit en début d'émission, on lancera une rubrique finale type volière, en répondant à certains de vos messages dès qu'on aura reçu du courrier, et surtout si on en reçoit. Alors moi, par exemple, en tant que fan du podcast, j'espère, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais j'espère qu'on recevra un courrier de Alizé, qui fera son retour dans l'émission. Une lettre. Alizé, on attend ta lettre avec impatience. On n'a pas d'adresse, mais bon. on n'a pas d'adresse, un mais en mail tout suffira. cas, un mail ça suffira, ça nous fera énormément plaisir. Et une nouvelle fois, un petit peu de patience pour les plateformes de podcast. Fréquence 9 3/4 sera progressivement accessible un peu partout. Donc là, c'est un petit peu comme nous. On est peut-être un petit peu rouillé, un petit peu hésitant. Et au niveau de la technique, c'est pareil. Ça va être complet au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Super. Nous, on a beaucoup aimé enregistrer ce premier épisode. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut. Bye. Salut.